de la CECIM vont remembrer le bureau de la mandature 2021-2023 avec notamment l'élection d'un nouveau président. Bemba Sibi est sur place pour à 13h dimanche. Bonjour Bemba. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors jusque-là, la CECIM était dirigée par un président intérimaire. Oui, effectivement. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'avance vers la fin de la période de transition avec l'Assemblée générale extraordinaire convoquée aujourd'hui pour remembrer le bureau. Il faut savoir que depuis quelques mois, la fêtière est dirigée par un bureau intérimaire. À l'issue donc de cette Assemblée générale extraordinaire, on connaîtra le nom du nouveau président, mais également du premier, troisième et quatrième vice-président. Mandjou Sempara, l'actuel premier vice-président qui assure l'intérim, est le seul candidat au poste de président. Son élection à la tête de la CECIM sera actée par le vote à bulletin secret qui est en cours actuellement. A précisé Ibrahim que le bureau remembré va continuer avec la mandature 2021-2025. Merci beaucoup Bemba Sibi pour toutes ces précisions. Nous restons justement avec vous Bemba Sibi pour parler cette fois-ci du panel relatif à quelle approche sécuritaire pour la prévention des conflits et la paix. Panel tenu au 23e forum de Bamako qui a fermé ses portes hier. Il ressort des échanges qu'une approche inclusive avec les communautés, les autorités administratives et traditionnelles, les forces de défense et de sécurité est à prioriser. C'est d'ailleurs la stratégie du Mali en la matière. Il a également été question de sortir du mimétisme dans la résolution des conflits en s'appuyant sur nos mécanismes et valeurs traditionnelles et culturelles. Le reportage est donc signé Bemba Sibi. Ensemble, tout est possible. C'est l'idée qui sous-tend la stratégie malienne dans la recherche de la paix et de la sécurité. Une stratégie adoptée également par certains partenaires de l'État sur ces questions. Cette approche inclusive a été largement partagée au cours de ce panel qui abordait le sujet. Mahamadi Togola, président du réseau ouest-africain pour la construction de la paix. C'était de partager vraiment le rôle que les élus communaux, le rôle que les collectivités peuvent jouer vraiment dans la gouvernance sécuritaire au niveau local, d'évaluer la situation sécuritaire, c'est-à-dire toutes les dimensions de la sécurité, surtout en matière d'accès à la justice. Cette approche permet d'identifier très rapidement les poches de tension pour y apporter des solutions appropriées. Si malgré tout un conflit survient entre les communautés, sa résolution doit s'appuyer sur nos mécanismes et valeurs traditionnelles et culturelles de règlement des conflits. En tout cas, c'est la conviction du docteur Sarandaraba Kaba, une des panélistes et présidente régionale du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. C'est que les pays africains doivent s'appuyer sur leurs valeurs civilisationnelles pour mettre en place une architecture de paix et de sécurité. Parce que nous sommes un continent qui a fait l'histoire du monde. Autrement dit, à un problème africain, priorité à une solution africaine basée sur nos valeurs traditionnelles et culturelles. Dans l'actualité également, le Mali dispose désormais d'une nouvelle carte administrative. Elle a été remise vendredi au président de la transition par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le Mali compte ainsi le district de Bamako et 19 régions, 815 communes, plus de 400 arrondissements et plus de 12 700 villages. La carte a été mise à jour et élaborée par l'Institut géographique du Mali, IGM. Son directeur général, Mahamadou Sékou Keïta, est justement l'invité de ce 13h dimanche. Il est en direct avec nous dans ce studio. Monsieur Keïta, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, rappelez-nous ce qui a motivé l'élaboration d'une nouvelle carte pour le Mali. Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je voudrais remercier les autorités pour l'appropriation de cette nouvelle carte du Mali. Et je remercie également notre partenaire, la Direction générale des collectivités territoriales, qui, suite à la promulgation des textes de réorganisation territoriale le 19 mai 2023 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, on demandait donc à produire une nouvelle carte de la République du Mali. Et cette carte qui a été élaborée suite, donc, comme je l'ai dit, à la réorganisation administrative et territoriale qui fait que le Mali compte aujourd'hui un district, 19 régions, 159 cercles, 815 communes, 474 arrondissements et 12 641
village. Alors, comment... Donc, oui, allez-y. Et donc là, les textes qui ont, suite à la promulgation, les textes ont été remis dans le cadre de cette collaboration à l'Institut géographique du Mali pour donc une représentation, une mise à jour de la carte qui existait avant. Alors, comment se présente cette nouvelle carte du Mali ? Cette nouvelle carte répond un peu donc là à ces découpages. C'est un découpage conformément donc au nombre de districts, de régions, de cercles et de communes. Voilà. Donc là, est-ce que la forme change ? La forme quasiment du pays ne change pas, mais bien entendu, vous voyez, il y a eu un nouveau découpage. Donc là, de 8 régions, quand on doit aller à 19 régions, il va falloir faire une véritable réorganisation donc là, de la configuration des circonscriptions administratives. Donc, dans la forme globale, la carte ne change pas de forme, mais c'est surtout à l'intérieur de la carte qu'il y a exactement. changement. C'est à l'intérieur que donc là, ça a changé. Les régions qui ont été réduites en superficie, on vit donc certains cercles aller donc là dans les régions voisines. Alors, expliquez-nous également quelle stratégie avez-vous mise en place pour faire connaître davantage cette nouvelle carte, d'abord aux Maliens et à travers le monde. Ok, cette stratégie est en cours. Comme nous venons juste de finir la cartographie, la nouvelle cartographie, la toute première, et après donc cette réforme majeure de la transition, la réorganisation administrative et territoriale, le premier acte qu'on a posé, c'est la remise par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de la carte au président de la transition. Et donc suite à ça, l'exercice est en cours pour disons, matérialiser certains éléments. Et dès qu'on aura, suite à ça déjà, nous allons commencer donc à vulgariser. Parce qu'en réalité, le rôle de l'Institut géographique du Mali, c'est de produire la carte de base du territoire. Carte de base du territoire, cela veut dire que sur cette carte que nous produisons, dans les autres domaines, les autres spécialistes, ceux-là qui veulent faire des cartographies thématiques, doivent apposer leur thème particulier sur la carte de base qui a été produite par l'Institut géographique du Mali dans un souci d'harmonisation et de cohérence des données. Voilà, donc là c'est juste une carte de référence qui doit être utilisée par l'ensemble des administrations, les collectivités territoriales et même les organismes privés. Et même au niveau international, donc là c'est ces circonscriptions administratives qui vont être reconnues comme étant le nouveau découpage de la République du Mali. Donc que ce soit cette carte de référence ou une carte thématique et tout, l'IGM a l'œil sur tout cela, hein? L'IGM coordonne les activités de production et de gestion de l'information géographique au Mali. Cela veut dire qu'il y a une poignée de structures qui sont producteurs de données, c'est des données thématiques, mais ils utilisent la carte de base de l'IGM. Présentement, l'IGM n'a pas une même sur ça, mais la politique nationale d'information géographique en République du Mali préconise une coordination de l'ensemble des activités en termes de gestion d'information géographique. Cela veut dire que tout doit être ensemble à terme. Tout doit être ensemble. Parce que quand on fait un tronçon routier, et vous voyez souvent que les gens ils viennent mettre des fibres optiques, et donc là souvent cela amène souvent à casser certaines parties pour les données. Mais si les données sont mises ensemble, toutes les données de façon transversale, tout ce qui se produit doivent être quelque part. Donc là, il y a un cadre de concertation qui existe entre les structures. Et donc là, ça permettra de faire donc là, un cadre harmonisé de gestion des informations statistiques et géospatiales. Avec cette nouvelle carte administrative du Mali, rappelez-nous quelle est la superficie réelle du Mali aujourd'hui. Bon, la superficie du Mali, je peux dire que la superficie du Mali, quand je parle de superficie du Mali, je dis toujours environ. Okay. 1 241 840 km. Donc ça ne change pas. Ça ne change pas. Maintenant, cette superficie, elle va être... dans tous les documents que nous produisons, les différentes études qu'on fait, nous disons environ. Parce qu'à présent, l'Institut géographique du Mali participe aux travaux techniques de matérialisation des frontières entre le Mali et ses voisins. Et il y a des travaux de matérialisation, d'abordement des frontières qui sont en cours, notamment la frontière entre le Mali et le Sénégal, qui est pratiquement terminée. Mais bon, donc là, ce n'est pas encore finalisé. Les documents ne sont pas donc promulgués. Dès que ça sera fait, donc là, on aura fini avec ça. Mais pour le moment, les frontières qui sont délimitées, complètement délimitées, c'est la frontière entre le Mali et l'Algérie.
Le Sénégal est le troisième pays. Nous venons de finir la mise en place des bornes sur le terrain. Mais lorsqu'on aura fini avec la matérialisation de nos frontières avec les 7 pays, on aura une superficie très précise du Mali en ce moment-là. Très bien. Un message pour terminer, un dernier message à l'endroit de tous ceux qui sont appelés à utiliser cette nouvelle carte du Mali. Bien sûr. Donc, quand je parle d'harmonisation en termes de production des données géospatiales, et donc là, je lance un appel aux différents producteurs de données d'utiliser le même référentiel, c'est très important. Et cette carte qui est une carte de référence doit être utilisée par tout le monde. Il ne faut pas réinventer la roue. Il ne faut pas qu'une structure parte sur la base des textes qui existent, aller faire un exercice de délimitation pour produire une autre carte administrative du Mali. La carte administrative du Mali qui vient d'être mise au président de la transition doit être réellement une carte de base pour tous ceux qui ont à préparer des données thématiques sur cette carte-là. Et ça, c'est l'appel que je vais lancer. Et déjà, ça a commencé pour l'utilisation, déjà, dès la remise au président de la transition des cartes du Mali et des régions, des 19 régions et du district de Bamako, au sortir de la salle, des gouverneurs ont déjà sollicité donc là, la carte de leur circonscription. Donc là, il reste entendu que nous allons vulgariser davantage pour que vraiment l'IGM, c'est son rôle, c'est de mettre ces cartes à la disposition des utilisateurs. Nous le ferons. C'est gratuit ou c'est à acheter? La production de la carte n'a pas de prix, je dirais. Elle est excessivement... Produire une carte, ça n'a pas de coût parce que c'est excessivement cher. Donc là, quand on vend une carte... Si l'ORTM veut avoir une carte du Mali aujourd'hui, l'ORTM aura cette carte à un prix raisonnable. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications, monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes Mahamadou Sékou Keïta, directeur général de l'Institut géographique du Mali. Encore une fois, merci. Merci beaucoup pour l'opportunité. Par là. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, le dialogue national s'ouvre le 30 mai prochain. Selon la présidence, à l'initiative du président Macky Sall, il se penchera sur la situation politique nationale toujours tendue entre le pouvoir et une grande partie de l'opposition. À 9 mois de la présidentielle de 2024, l'essentiel des débats devrait porter sur le processus électoral. Je me tourne vers vous, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Alors, la tenue de ce dialogue national n'est pas du goût de tous les acteurs politiques sénégalais. Tout à fait, Ibrahima Traoré. Ce dialogue national annoncé pour le 30 mai prochain se tiendra sans certains acteurs politiques majeurs, dont Ousmane Sonko, Aminata Touré ou encore Déthié Fall. Ils ont refusé cette main tendue du président Macky Sall. En revanche, le Parti démocratique sénégalais, le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade, a accepté de participer à ce dialogue sous condition qu'un audit contradictoire du fichier électoral soit réalisé. Le pouvoir se pliera-t-il à cette exigence? Difficile d'affirmer à ce stade. Ce qui est sûr, le climat politique reste extrêmement tendu dans le pays à 9 mois de l'élection présidentielle prévue en février 2024. Le dialogue national qui s'ouvre dans 9 jours devrait durer 2 semaines au maximum selon le porte-parole de la présidence sénégalaise, Yoro Dia. Ce dialogue est ouvert à tous, partis politiques, organisations de la société civile et ne portera pas seulement sur le processus électoral, a-t-il précisé. Pour l'instant, les termes de référence du dit dialogue ne sont pas encore connus. Mais le porte-parole du gouvernement, Abdul Karim Fofana, explique que chacun est libre de venir aux assises avec les points de discussion qui l'intéressent. Du côté du pouvoir, pourrait par exemple être évoqué l'usage des réseaux sociaux à outrance, la tendance à décrédibiliser les institutions ou l'appel à la violence. À titre de rappel, un dialogue national avait déjà été initié en 2019 après la réélection de Macky Sall et avait abouti à la modification du code électoral. Celui du 30 mai prochain apportera-t-il du nouveau dans la vie politique sénégalaise? Comme disent les Anglais, wait and see. On va suivre alors. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour tous ces éclairages. En Côte d'Ivoire, le fichier électoral compte plus de 8 millions d'électeurs. C'est l'annonce faite ce samedi à Abidjan par la commission électorale indépendante qui rencontrait les partis politiques pour leur remettre la liste électorale provisoire. Nounou Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, après remise, cette liste suscite déjà des polémiques. Le Parti des peuples africains conteste l'absence de l'ex-président Laurent Gbagbo de ce fichier. D'après la commission électorale indépendante, au cours de cette révision, près de 715 000 nouvelles demandes d'inscription ont été reçues. La CEI dit avoir relevé de nombreux cas de fraude concernant notamment des changements de domicile.
Sur 36 000 demandes de changement de lieu de vote effectuées sur Internet, seulement 9 000 ont été jugées régulières. Près de 53 000 personnes décédées ont été radiées du fichier. À cela s'ajoutent 517 personnes qui ont perdu leurs droits civiques. La commission électorale estime avoir obtenu un fichier fiable pour les élections locales de septembre prochain. Selon Ibrahim Bier Koulibaly, président de la CEI, la liste électorale provisoire compte 8 16 796 électeurs. L'objectif est de contribuer à créer un processus électoral transparent et fiable. Tout est fait pour éviter l'arbitraire. C'est en 2020 que le président Gbagbo a été radié de la liste électorale, poursuit-il. L'avocat du président Gbagbo a saisi la commission électorale pour demander des comptes. Nous leur avons expliqué qu'une décision de justice a été mise à la disposition de la commission. Décision dans laquelle le président Gbagbo est déchu de ses droits civiques et politiques. Le tribunal du plateau les a déboutés. Voilà comment le président Gbagbo ne se trouve pas sur la liste, d'après le président de l'organe chargé des élections. Alors, expliquez-nous les réactions après la remise de cette liste électorale provisoire aux partis politiques par la CEI, Nouhoum Sissoko. À peine 500 000 nouveaux inscrits, c'est peu pour un renouvellement, s'indigne un acteur de la société civile. La communication n'était pas assez pertinente pour que les Ivoiriens aillent se faire enrôler, affirme Daoud Oueza de l'ONG Tournons la page. Sans attendre de recevoir la version numérique de la liste électorale provisoire des mains du président de la CEI, le PPACI a quitté cette rencontre. L'ancien ministre Sébastien Dano Djedje dit toute amertume, anticipant sur un fait. L'absence de Laurent Gbagbo sur ce fichier, à la suite d'une condamnation de 20 ans de prison dans l'affaire dite de la BCAO, l'ancien président ne figure plus sur la liste électorale, et cela en dépit des démarches entamées ces derniers mois. Nous constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il est parmi les gens qui sont radiés, et cela nous meurtrit. Mon parti se refuse de s'associer à une telle injustice, déclare Djedje. Un ancien président de la République qui, de ce fait-là, ne peut même pas être électeur, nous trouvons cela injuste. Quand c'est comme ça, ça remet en cause la crédibilité de la CEI. Par conséquent, le processus électoral lui-même perd sa crédibilité, a martelé Sébastien Dano Djedje. Ibrahima Traoré, une fois la liste électorale affichée, les électeurs ont 10 jours pour formuler d'éventuelles réclamations auprès de la commission électorale. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Nouhoum Sissoko. Restons dans la région. Hier samedi, au Burkina Faso, les autorités ont appelé à une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale. Toutes les confessions religieuses ont organisé des séances de prière et d'adoration pour la paix dans le pays qui lutte depuis 8 ans maintenant contre les groupes armés terroristes. Les précisions avec vous, Lassina Keita. Quand tout un peuple se tourne vers Dieu, c'est la communion des cœurs et des esprits pour une cause nationale. C'est à cet exercice que les Burkinabés se sont pliés pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Des séances de prière, le jeûne ou encore les rituels traditionnels ont été organisés à l'appel des autorités sur toute l'étendue du territoire. Des séances auxquelles les forces de défense et de sécurité ont pris part. À la Fédération des églises et missions évangéliques de Ouagadougou, des milliers de fidèles ont prié pour la paix dans le pays. Ici, une femme livre ses impressions. Nous sommes des centaines, des milliers aujourd'hui qui intercédons, qui faisons monter des requêtes vers le Seigneur pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous avons l'assurance que notre Dieu fera quelque chose et qu'il fera de nouvelles choses pour le Burkina. À côté, un autre fidèle souhaite le retour des déplacés dans leurs localités respectives. Les différents sites de prière ont reçu la visite de plusieurs délégations composées de membres du gouvernement. À la chefferie traditionnelle, c'est le ministre d'État Bassolma Bazié qui a conduit la délégation au palais du Mogo-Naba où il a remis des poulets pour accomplir les rites coutumiers pour que le Burkina retrouve la sécurité, la sérénité et le vivre ensemble harmonieux. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Lassine Keita. Au Soudan, les belligérants s'accordent sur un cessez-le-feu de 7 jours. Cet accord devrait entrer en vigueur demain lundi à partir de 21h45 heure locale. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, c'est un communiqué conjoint des États-Unis et l'Arabie Saoudite qui annonce ce cessez-le-feu. Oui, tout à fait. L'accord a été annoncé par le département d'État américain. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'engagent à cesser temporairement
les combats. Un cessez-le-feu qui devra entrer en vigueur demain lundi, comme vous l'avez dit, à partir des 21h45 heure locale. Selon Washington, les deux parties se sont également engagées à ne pas intensifier leur affrontement d'ici lundi soir. Elles ont également promis de faciliter l'acheminement et la distribution d'aide humanitaire et de retirer leurs troupes des hôpitaux et des bâtiments des services publics. Des engagements similaires à ceux pris par le passé, mais les précédents cessez-le-feu n'ont jamais vraiment été respectés ni par l'armée soudanaise ni par les forces de soutien rapide. En annonçant ces nouveaux accords, les responsables américains précisent qu'il ne s'agit nullement d'un début de processus ou de négociations politiques, même s'ils assurent que Riyad et Washington vont poursuivre leurs efforts pour tenter de sortir le Soudan de la crise. Le conflit au Soudan était au cœur d'une offensive diplomatique cette semaine de l'envoyé spécial des forces de soutien rapide. Il a visité Juba mercredi où il s'est entretenu avec le président sud-soudanais Salva Kiir. Dans la foulée, il a rencontré le chef d'État ougandais Yoweri Museveni, selon un communiqué de FSR. Le général Al-Burhan s'inquiète de la partialité du Soudan sud-médiateur dans le conflit qui l'oppose aux paramilitaires. Le Conseil de souveraineté militaire a vu l'arrivée cette semaine d'un nouveau vice-président à la place du général Hemeti, démis de ses fonctions. Ibrahim. Merci beaucoup. Mohamed Sangari, après 3 jours de réunion au Japon, le sommet du G7 s'est achevé ce dimanche avec notamment des conférences de presse finales des dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète, alors que le sommet devait aborder des sujets tels que la coercition économique de la Chine et le changement climatique. La participation surprise du président ukrainien à Hiroshima a monopolisé l'événement. L'actualité des sports dans quelques instants. Le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djorté, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. On commence avec du football sur le plan national d'abord. Le stade malien de Bamako et le Djoliba AC s'affrontent cet après-midi à Ségou au compte de la 18e journée du championnat national de Ligue 1. Oui, c'est le stade Amari Dao qui va abriter ce match à partir de 16h15. Les Rouges du Djoliba occupent actuellement la 2e place du classement avec 32 points, tandis que les Blancs de Bamako se trouvent à la 8e position avec 23 points. Le dernier match de la 18e journée se joue à Koulikoro entre Black Star et Bakaridian. Ce samedi, 4 matchs est au programme. La surprise est venue de Kita où l'USCK, avant-dernière au classement, avec 10 points, s'est imposé 2-0 face à l'US Bougouni qui est dans la première moitié du tableau avec 24 points. À Koulikoro, l'association sportive de Korofina, Lasco et Afrique Football Elite ont partagé les points 0-0. C'est ce même score nul et vierge qui a sanctionné la rencontre 11 créateurs LCBA à Bougouni. Sur la même pelouse du stade Moussa Keita de Bougouni, Binga FC a été battu 1-0 par l'AS Real. Avec ce succès, le Real prend provisoirement 6 points d'avance sur le Djoliba AC. En ouverture de la 18e journée, jeudi 18 mai, le COB a pris le meilleur sur l'AS Police par 1-0 et l'USFAS s'est incliné devant Yélé Olympique s'est incliné devant l'USFAS 4-1. Alors, parlez-nous des équipes finalistes à présent de la Ligue des champions de la CAF. À la Ligue d'Égypte, Wydad Athletic Club de Casablanca, WAC, sont les finalistes de la Ligue des champions de la CAF édition 2023. En vertu de la règle du but à l'extérieur, toujours en vigueur dans les compétitions de la CAF, le WAC, champion en titre, s'est qualifié en accrochant Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 2-2. Le match alien s'était soldé par un score nul et vierge au Maroc. Les Marocains se qualifient ainsi pour une deuxième finale de rang et tenteront de conserver leur titre face à Al Ahly d'Égypte, tombeur de l'Espérance de Tunis 3-0 à l'aller et 1-0 au retour. Et Al Ahly d'Égypte est aussi le club le plus titré dans cette compétition avec 10 titres. Alors, on apprend également que les représentants du continent à la Coupe du Monde des moins de 20 ans connaissent désormais leurs adversaires de groupe. Oui, démarré hier du 20 mai au 11 juin, 24 nations seront en lice en Argentine
À l'occasion du mondial U20, le pays a récupéré l'organisation de la compétition après le retrait du tournoi à l'Indonésie par la FIFA. Alors 4 nations africaines y prennent part, la Gambie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Le Sénégal est dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon et l'Israël. Le Nigeria est logé dans le groupe D avec le Brésil, l'Italie et la République dominicaine. On retrouve la Tunisie dans le groupe E avec l'Uruguay, l'Irak et l'Angleterre. Le groupe F est composé de la Gambie, de Honduras, de la France et de la Corée du Sud. Je le disais, la compétition a démarré ce samedi 20 mai. 3 matchs étaient au programme. Le pays hôte, l'Argentine, s'est imposé 2-1 devant l'Ouzbékistan. Les États-Unis ont battu l'Équateur 1-0. Guatemala a été battu par la Nouvelle-Zélande 1-0 également. 4 matchs sont au programme ce dimanche à 18h. Nigeria, République dominicaine, Israël, Colombie. À 21h, Italie, Brésil et Sénégal, Japon. Terminons avec du basketball. Le Stade malien de Bamako s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue africaine de basketball. Alors, permettez-moi juste, avant de terminer avec les équipes des catégories d'âge, de revenir un peu à la CAN des moins de 17 ans qui vient de s'achever vendredi. Alors, les joueurs, les Lionceaux du Sénégal ont été reçus ce matin par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a promis 10 millions de francs CFA à chaque Lionceau et les membres techniques, les membres du staff technique du Sénégal. Alors, je vous annonçais ou je vous parlais du basketball avec le Stade malien de Bamako qui s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue africaine de basket. Oui, les Blancs de Bamako ont battu les Sud-Africains de Cape Town Tigers par 79-68 ce samedi à la Banque Kigali Arena au Rwanda en quart de finale de la Ligue africaine de basketball BAL 2023. Ce succès a été rendu possible grâce au double-double de Aliou Diarra, 18 points, 18 rebonds. Le Stade malien menait à la pause 48-30 grâce à John Wilkins, 16 points et Aliou Diarra, 12 points. Cape Town Tigers revient toutefois à moins 2 à 41 secondes de la fin, 70-68. Mais le Stade malien se reprend et s'impose finalement 78-69. Alors les Blancs de Bamako affronteront en demi-finale Al-Ali d'Égypte, tombeur de Rwanda Energy Group REG 94-77. Ce sera le mercredi 24 mai. Ce dimanche, les 2 derniers quarts se jouent. Ce dimanche, ABC Fighters de la Côte d'Ivoire sera face aux grands favoris de cette édition. Le Petro Luanda d'Angola et l'AS Douanes du Sénégal jouent contre Ferroviaro Beira du Mozambique. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Fambourou Djorte. Focus Santé. Elles sont souvent très exclues. Elles sont très souvent exclues de la société parce qu'elles ont eu des problèmes lors de l'accouchement qui provoquent une fuite permanente des urines. Vous l'aurez compris, il s'agit des femmes fistuleuses. La fistule est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors de l'accouchement. Au Mali, plus de 100 cas sont enregistrés chaque année. Pour en savoir davantage sur cette maladie, Baraki Sawatara s'est rendu au centre Oasis, au point G, où sont hébergées ces dames. Suivant ce focus en rediffusion. Hôpital du Point G, centre Oasis. Ici, une soixantaine de femmes purgent leur peine entre guillemets. Loin d'une prison, ce centre abrite des femmes de tout âge, porteuses de fistules obstétricales. La vieille Alima est la doyenne. C'est après sa 5e chirurgie qu'elle a arrêté de compter le nombre d'interventions. Alima Traoré, fistuleuse. J'ai eu la fistule lors de mon accouchement en 1968. C'était ma 3e grossesse. Aucun de mes enfants n'a survécu. Au début, mon mari m'aidait beaucoup, mais après, il s'est découragé. Les porteuses de fistules, à cause de fréquents écoulements d'urine dont elles sont victimes, sont très souvent stigmatisées et délaissées. Mariam Diarra, 23 ans, a dû quitter son foyer depuis 2018 après son accouchement. Je suis ici il y a 5 ans. Lors de mon accouchement en 2018, ma belle famille m'a ramenée dans ma famille. J'ai subi plus de 3 interventions. Ce centre
c'est pour redonner vie et espoir à ces femmes. Elles y séjournent avant, pendant et après les prises en charge chirurgicales. Dr Keita Aïssata Samasekou, chirurgienne urologue. C'est un centre d'abord de réhébergement, c'est-à-dire la préparation pour un vue d'une intervention chirurgicale. Après l'intervention chirurgicale, la femme peut rester dans le centre pendant 3 mois, le temps de la cicatrisation pour rejoindre le foyer conjugal, au cas où elle est guérie. Si elle n'est pas guérie, il y a des femmes qui décident de rester dans le centre jusqu'à ce qu'elles guérissent. C'est pourquoi vous voyez des femmes qui sont en train de faire la lessive, d'autres sont en train de faire la coiffure, d'autres font la couture. Si l'on s'en tient au témoignage, la plupart de ces femmes ont subi un long et difficile accouchement. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chef de service urologie à l'hôpital du Point G. Une femme qui fait 1 jour, 2 jours de travail et elle n'arrive pas à expulser son enfant, l'enfant va rester bloqué au niveau du bassin. Donc la tête de l'enfant va comprimer la vessie contre l'os du pubis. Donc le fait qu'une partie de la vessie reste comprimée, donc finalement va créer une nécrose, donc il va créer le trou entre la vessie et le vagin. Et toute l'urine va sortir par ce trou-là. Les femmes les plus touchées par la fistule obstétricale sont les jeunes filles mariées précocement et elle se produit généralement lors du premier accouchement. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chef de service urologie à l'hôpital du Point G. Les femmes les plus touchées sont les femmes immatures, c'est-à-dire les jeunes filles qui sont mariées très tôt, dont leur corps n'est pas assez mûr pour pouvoir faire un accouchement. Donc il y a des types de femmes qui sont concernées par la fistule. Et une jeune fille qu'on marie à 13 ans, qui tombe en état de grossesse, vous voyez que son corps n'est pas assez mûr. Les femmes de petite taille. De petite taille, cela veut dire que le bassin est étroit. Voilà, donc très souvent quand le bassin est étroit, la femme son corps n'est pas mûr pour faire une grossesse. Au-delà des souffrances physiques, les femmes porteuses de fistules subissent également des souffrances morales, psychologiques et sociales. Professeur Mamadou Lamine Diakité. Ce sont des femmes très souvent avant, qui étaient même abandonnées par la famille, par le mari d'abord, et puis après les autres, c'était vécu comme une malédiction. La femme, sur le sang des urines, elle ne peut plus participer à des événements de la société, les baptêmes, parce qu'elle sent les urines. Elle ne peut plus préparer. Nous sommes dans un pays musulman. Quelqu'un qui sent les urines ne peut pas prier. En ce qui concerne le traitement de la fistule obstétricale, il nécessite une intervention chirurgicale. Professeur Diakité. C'est un trou qui est là, il faut aller fermer ce trou. On a un taux de guérison souvent qui vont jusqu'à 80-90%. Pourtant, la fistule est évitable lorsque les femmes ont accès à temps opportun aux services de santé. Elle peut également être prévenue en évitant les grossesses précoces, pour dire que la prévention reste le meilleur moyen d'éliminer la fistule. Focus Santé. 13h et presque 40 minutes sur nos antennes. C'est donc tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré. À la mise en onde, Bintou Traoré, la réalisation est assurée par Lassina Keita avec la mise en ligne. Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, gardez votre position d'écoute. Dans un instant, Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine avec Koumba Sissine. Et prochain rendez-vous d'infos sur nos antennes, c'est à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de radio à toutes et à tous. Bon dimanche.